Nous allons évoquer ce soir avec notre invité un sujet relatif au Togo, parlant de l'opposition. Est-ce qu'on se dirige vers la création d'un grand mouvement citoyen? En tout cas, depuis quelques jours, l'idée fait son chemin. On va en parler avec le pasteur Johannes Bavon, qui est secrétaire général du Front des architectes de la République phare. Pasteur Bavon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel. Alors d'abord, avant d'évoquer même la création de ce grand mouvement citoyen qui de plus en plus commence par faire débat, vous suivez aussi de très près l'actualité avec la manifestation de la coalition des 14 le samedi dernier, manifestation qui, il faut le dire, a été un véritable fiasco. Est-ce que c'est comme ça que vous la qualifieriez? Donc on peut dire en réalité que ça a été un fiasco parce que on s'attendait à une plus grande sortie de la population. Donc, puisque les gens ne sont pas sortis à ce niveau, donc, pour certains qui sont des détracteurs de l'opposition, c'est un fiasco. Toutefois, effectivement, il faut remarquer que ce n'est pas les manifestations que nous avions connues. Et d'ailleurs, la toute dernière manifestation avant les législatives du 20 décembre, donc nous avons vu l'engouement que cela avait donné. Donc aujourd'hui, les gens sont sortis. Maintenant, il faut faire une toute autre analyse de la situation. Pourquoi les gens ne sont pas sortis? Qu'est-ce que cela voudrait signifier en réalité? Donc au niveau du phare, nous pensons que, en effet, c'est des résultats scientifiques, c'est mathématique. C'est-à-dire lorsque les individus ne sont pas motivés par un intérêt supérieur du but à poursuivre, ce n'est pas que les gens ne veulent pas sortir. La vérité, c'est que tous les Togolais sont fatigués d'un système que nous dénonçons et pour lequel nous sommes dans la lutte jusque maintenant. On ne dira pas que les gens sont restés à la maison parce que aujourd'hui ils sont en train d'approuver le système en place et qui désavouent l'opposition. Non, c'est plutôt la raison pour laquelle les gens sont restés à la maison, c'est parce que après les législatives, il y a eu des révélations qui ont fait comprendre au peuple qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre dans les négociations, surtout que certains leaders ont gardé le silence, un mutisme de tombeau lorsque ils s'étaient déplacés vers les facilitateurs. Donc le peuple estime qu'il devait quand même être informé. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient venues après les législatives qui ont fait que le peuple a commencé, d'une manière scientifique, c'est normal, le peuple a commencé par réagir en attendant, c'est-à-dire une façon de reculer pour mieux regarder ce qu'on est en train de suivre. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé le samedi. Mais ce n'est pas un désaveu du tout de la lutte dans laquelle nous sommes depuis le 19 août. Est-ce que, si ce n'est pas un désaveu de la lutte, est-ce que ce n'est pas un désaveu de la coalition des 14? Bon, est-ce que c'est le peuple qui est en train de désavouer la C14? La C14 a été une coalition, une formation pour un but. Le but était d'aller au dialogue et d'arriver à obtenir du concret. Écoutez, il y a un problème en ce qui concerne la gouvernance ou la dirigeance des gens. Lorsque vous êtes un dirigeant, vous avez l'obligation de résultat. Que vous le vouliez ou non, ce que vous leur dites et qui les fait sortir, abandonner leurs activités quotidiennes, vous êtes obligé d'avoir le résultat. Le peuple est toujours impatient. Un peuple qui souffre ne peut pas attendre jusqu'à demain. Lorsque vous les faites sortir, vous leur dites que c'est pour que Faure quitte le pouvoir, pour qu'on mette fin à ce régime, parce qu'il y a des expressions qui sont souvent utilisées. Mettre fin à ce régime, le dernier assaut. Donc, c'est des paroles qui viennent. On croit que c'est des paroles qui vont motiver les gens. Mais c'est des paroles au même moment qui piègent ceux qui les disent. Ceux qui le disent. Parce que quand vous dites aux gens, sortons le dernier assaut, en effet, les gens sont sortis plein, mais il n'y a pas eu de dernier assaut. Donc, psychologiquement, les gens seront démotivés. Ils vont attendre toujours le résultat. Et quand le résultat tarde à venir, alors ils restent à la maison. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont désavoué la C14. C'est la C14 elle-même
qui n'a pas pu donner le résultat escompté. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est une réaction scientifique. Lorsque les individus sont dans une certaine logique, on s'attend à atteindre une certaine destination. Et quand la destination n'est pas atteinte, donc il y a immédiatement une forme de démotivation au niveau du peuple. Donc c'est pourquoi je voudrais dire sur ce point que là où nous sommes, il faut comprendre, dans l'opposition, il faudra comprendre que le peuple togolais est aussi bien fatigué de ce système que d'une opposition qui les soumet à la douleur d'échec permanente. Nous devons comprendre tout de suite que nous avons du travail à faire parce que notre peuple est fatigué de la douleur. À chaque tournure, il se passe quelque chose, on ne se comprend pas, le peuple ne comprend rien. En fin de compte, le peuple retourne à la case départ, comme si la lutte a été vaine, comme si la lutte n'avait rien donné. C'est la raison pour laquelle maintenant nous avons du travail à faire et redorer nos blasons. Alors, ça veut dire qu'après la manifestation du samedi, les arguments avancés au niveau de la coalition, notamment par la coordinatrice qui disait que c'est parce qu'il y a eu un déploiement impressionnant de forces de l'ordre et de sécurité et cela a dissuadé les manifestants. On a entendu un autre responsable de la coalition dire sur les médias que la coalition a été infiltrée. Tout ça, c'est juste une fuite en avant? En fait, il faut dire que de notre côté, au niveau de notre mouvement, le Front des architectes de la République, le phare, a une autre manière de fonctionner. Nous aimons être pragmatiques et réalistes. Lorsque nous faisons un pas et que cela ne donne pas le résultat, on ne met pas l'excuse ou bien le blâme sur quelqu'un. Nous nous disons que nous n'avons pas eu le résultat parce que soit il y a eu une erreur de notre part, ou soit nous avons eu des illusions. On a cru que tel moyen était la meilleure façon, mais c'était une illusion. Où on parle aussi de la bêtise humaine. Peut-être que nous avons fait une bêtise, c'est pourquoi. Donc, nous nous asseyons et on fait l'analyse des choses et de nos démarches. Cela nous permet d'avancer. Parce qu'à chaque fois que je me présente devant vous, que ce soit sur les autres médias, nous faisons d'abord une réunion avant que je m'en aille. Et à mon retour, nous faisons toujours des critiques sur ce que je m'en vais dire. Parce que ce qu'on m'a demandé de dire, est-ce que c'est exactement cela? Est-ce que ma manière de le dire, est-ce que c'est ce que les gens veulent? Bon, donc tout cela, c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc je pense que l'opposition doit comprendre que si nous faisons appel au peuple, ou bien nous visons un certain but, mais ce but n'est pas atteint, en matière de leadership, ce n'est pas une bonne manière de penser que c'est parce que celui-ci a été trop fort ou parce que telle condition a été impossible, c'est pourquoi on n'a pas eu les résultats. La meilleure manière, c'est de faire l'autocritique et de se demander où est-ce que le bas blesse. Parce que, je le répète encore, le peuple actuellement est fatigué de l'échec. Donc, nous n'avons pas le droit à l'erreur. On doit tout faire et par tout moyen qu'en 2020, le peuple togolais est la victoire, la joie de la victoire, la joie de la réussite. On ne dit pas, cette victoire-là ne veut pas dire traîner fort dans la rue, crucifier les dirigeants actuels. C'est pas une chasse aux sorcières. Voilà, les règlements de compte. En tout cas, le phare n'est pas dans cette logique-là. Mais je pense aussi que notre logique est également la logique du peuple. Juste un changement de système avec un changement d'équipe permettant au Togo de connaître une nouvelle forme de fonctionnement dans les institutions et dans notre économie et à tous égards. Je pense que c'est ce que le peuple veut. Donc l'opposition doit comprendre cela, que le peuple qui n'est pas sorti le samedi, tel que nous le voulons, c'est un peuple qui est intelligent, c'est un peuple qui réfléchit. Donc nous devons savoir quoi faire pour les motiver. Et je m'en vais dire ici que motiver une personne, c'est pas seulement lui dire sortez, sortez, sortez. C'est pas seulement donner un slogan à quelqu'un sur des pancartes, brandissez ceci, brandissez cela. Non, motiver quelqu'un, il s'agit de lui donner des explications. Il faut lui donner des éclaircissements. L'amener à avoir la même volonté que nous-mêmes et maintenant lui donner l'intérêt pour lequel nous sommes en train de faire la chose. Et la personne doit personnaliser cet intérêt-là
avant de pouvoir sortir et abandonner ses activités économiques. Donc, vous voyez, donc, il y a tout ce travail-là à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que les explications de l'opposition devraient aller encore plus loin que ça. Alors maintenant, est-ce que vous ne pensez pas aussi que, parce que de tout temps on a eu des regroupements de partis politiques et ça a conduit au même résultat, que c'est la politisation des aspirations populaires qui amène à l'échec? Ça a toujours été comme ça dans tous les pays. Il faut que le peuple ait une certaine aspiration, mais le peuple a toujours besoin de représentants. Vous voyez le problème des gilets jaunes en France. C'est une foule gigantesque dans toutes les villes de la France. Mais ils ont un problème de représentativité. Il n'y a personne avec qui discuter. Personne avec qui discuter. D'ailleurs, ils se disent qu'ils ne veulent pas que quelqu'un les représente pour discuter avec le pouvoir. Alors non, avec le pouvoir. Parce qu'ils se disent que ils pensent que si la personne les représente, la personne risque effectivement de rentrer dans le jeu politique et de ne plus les représenter valablement. Donc vous voyez, c'est toujours comme ça. L'aspiration d'un peuple est toujours portée par ceux qui ont la vocation politique. L'élite sert à cela. Mais notre problème, l'échec dans notre lutte, ce n'est pas cela. Ce n'est pas le fait qu'un groupe de politiciens porte l'aspiration du peuple. Notre problème, c'est la stratégie. L'échec se trouve dans nos stratégies. La stratégie que nous avons observée depuis, je dirais, 1998 jusque maintenant, c'est la stratégie du rassemblement avant le match. Vous voyez que les partis politiques se rassemblent, eux tous, dans une coalition. Nous avions connu le Code 2, nous avons connu CSP, CAP 2015, etc. Et Arc-en-Ciel, voilà, beaucoup de coalitions. Donc, d'habitude, ils se rassemblent dans une coalition comme ça, ils font bloc. Et ils font des manifestations. Mais au moment à la veille des élections, vous voyez que les gens essaient d'aller chacun dans son sens. Donc, ils ressemblent à une équipe de football qui fait vraiment une équipe, qui fait bloc pendant l'entraînement. Et sur le terrain, la pelouse du match, chacun joue son jeu. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu avancer jusque maintenant. Et c'est la même chose qui se profile à l'horizon actuellement. Vous voyez que la C14, qui veut se transmuer en un mouvement citoyen, n'arrive pas vraiment à se transmuer. Parce que d'ailleurs, le samedi dernier, la sortie était au nom de la C14. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu se transmuer en un mouvement? Parce qu'il y a le besoin de visibilité, de s'affirmer sur la scène politique. Il y a le besoin pour certains partis de pouvoir garder leurs militants et de pouvoir garder, comment l'appelle-t-on, la possession d'État. Voilà, la possession d'État avec leurs militants. Donc pour cela, ils peuvent avoir d'inquiétude que si on se transmuait en un mouvement citoyen, est-ce que notre image n'allait pas se perdre? C'est la raison pour laquelle le samedi, vous allez voir que les partis ont porté leur couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inquiétude de perdre cette possession d'État. Donc dans cette condition, il est impossible d'ailleurs que la C14 se transmue en ce mouvement citoyen de libération nationale dont on parle. Vous voyez le problème? Donc c'est ça. Aujourd'hui, ils sont en bloc, mais à la veille des élections maintenant, vous allez voir que c'est telles personnes qui diront, nous allons aux élections de notre côté, quelqu'un veut aller aux élections, il n'a qu'à aller de ses côtés, mais on n'ira pas aux élections en bloc. Ça a toujours été le même système. Et là, c'est un gène d'échec qui nous dit d'avance que 2020 risque d'être une réserve de douleur d'échec également. Alors maintenant, si on comprend que les partis politiques, c'est vrai qu'ils sont créés parce que leurs leaders ont des ambitions, que ce soit présidentialistes, en tout cas électoralistes, pourquoi des mouvements comme les vôtres ne prennent pas le devant des choses, ne se disent pas, il est temps de mettre les partis derrière, allons en tant que mouvement voir ce que ça va donner? Samuel, vous avez parfaitement raison. À notre niveau, nous avons fait l'étude de la scène politique togolaise, nous avons fait l'étude de l'état psychologique du Togolais en matière politique d'abord avant d'arriver. Nous avons constaté que dans plusieurs pays, il y a deux catégories de personnes. Ceux-là qui
militent et supportent des leaders charismatiques fondés sur l'émotion ou fondés sur l'appartenance ethnique, fondés sur l'émotion. Voilà. Et ces gens-là, il est difficile d'arriver à les convaincre d'une manière rationnelle, à leur dire, celui-ci vient de mon village, mais voici la stratégie qu'il adopte, ne pourra pas nous aider à réussir. Il est difficile de les convaincre. Alors, deuxième catégorie d'individus, ce sont ceux qui sont rationnels. Ils sont trop peu. Peut-être 2% ou 3%. Ce sont ces personnes qui n'ont aucune barrière ethnique, qui n'ont aucune appartenance émotionnelle attachée à quelqu'un, mais qui suivent les gens fondés sur les résultats produits par les individus, ces leaders-là. Donc, vous allez constater que le phare est arrivé. Il ne s'agit pas seulement de se lever et de prendre le devant de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sur le terrain, qui ont fait la lutte depuis 28 ans, 30 ans, ils s'estiment qu'ils doivent être récompensés aux yeux du peuple par des positions ou par, je dirais même, le suffrage universel. Alors, ils pensent que c'est leur droit. Alors, certains d'entre eux oublient que nous étions tout petits, à partir de 12 ans, qu'on était parmi eux, lançant des pierres, essuyant des gaz. Mais à l'âge là, on ne pouvait pas être des chefs de partis politiques et tout, mais on était dedans. On a toujours été dans cette lutte depuis le début, dans les années 90. Donc nous, tout petits, on était dedans. Mais aujourd'hui, ils pensent que c'est maintenant qu'on vient d'arriver en politique. Non, on était dans cette chose depuis. Maintenant, la vérité ici, c'est que s'il faut prendre le devant a deux inconvénients. D'abord, les aînés qui sont là vont croire que les nouveaux qui veulent prendre le devant veulent les évincer et leur voler la vedette. Donc, le deuxième inconvénient, c'est que ces mêmes aînés peuvent démobiliser les militants qui devraient supporter les nouveaux venus et normalement, le travail qui doit être fait ne sera pas fait. Alors, qu'est-ce qui doit être fait? C'est ce que nous faisons. Notre travail est d'avancer, de travailler seulement, d'avoir les résultats que nous devons avoir. Et lorsque nous arrivons au point où nous arrivons à convaincre les gens, nous convaincons les uns et les autres, nous leur changeons de mentalité. Si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, on parviendra à sortir de l'attachement émotionnel à une personne, à un attachement rationnel. Et ça, ce n'est pas un travail du jour au lendemain. Mais là, si je suis très bien votre développement, ça veut dire qu'il est clair que dans la forme actuelle que prend ce qu'on appelle la lutte, ça ne va pas aboutir. Ça va aboutir difficilement dans cette stratégie qui est en train d'être adoptée. Toutefois, ce n'est pas que la lutte ne peut pas réussir. La lutte va réussir, Samuel, ça je vous l'affirme, la lutte va réussir par une victoire brillante. Et le moyen de cette réussite est très simple. Ce moyen est très simple, mais c'est un moyen qui sera difficile à beaucoup de personnes de comprendre, à beaucoup de personnes d'adopter également. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moyen que nous avions embrassé depuis des décennies. Vous voyez la situation? Lorsqu'il y a quelqu'un qui est habitué à une certaine forme d'idée, quand bien même cette idée ne donne pas de résultats, il faut qu'il soit vraiment éveillé et qu'il soit sincère, honnête avec lui-même pour pouvoir remettre en cause cette méthode-là. Aujourd'hui, nous constatons qu'en Afrique, beaucoup des politiciens, ils pensent que faire la lutte politique contre un système comme le nôtre, que c'est toujours la haine, et crier des slogans, insulter, faire l'activisme. On pense que la politique, c'est l'activisme. Mais là où nous sommes arrivés, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est un défi qui nous demande plus que l'activisme. Alors, je fais cette démonstration pour vous et pour nos téléspectateurs. Je vais vous dire que nous sommes ici dans la logique de la révolution. Aujourd'hui, l'opposition parle toujours de la révolution. Mais cette révolution, lorsque nous faisons l'analyse, je ne vais pas le faire ici pour ne pas démobiliser les gens. Mais lorsque nous analysons mot à mot ce que les mobilisateurs pour la révolution disent, n'importe quel militaire, n'importe quel stratège, au niveau de l'UNIR, ils sauront immédiatement que ces gens feront un simulacre de révolution.
Et c'est-à-dire quelque chose qui ne sera qu'une grande manifestation gigantesque, mais ce ne sera pas une révolution qui renverse vraiment un régime. Nous allons brûler les pneus, nous allons gongonner, nous allons faire des bruits, il y aura des gaz par-ci, par-là, il y aura la déstabilisation, etc. Bien sûr, on dira que nous sommes en révolution, mais ce n'est pas ça la révolution. Je vous donne l'exemple. Au Venezuela, les manifestations ont duré plus de 2 ans maintenant. Et pourtant, Maduro est toujours au pouvoir. Et alors que leur manifestation est soutenue par les États-Unis, certains pays de leur région et aussi par l'Union européenne. On a vu la dernière fois, l'Allemagne dit à Maduro d'organiser les élections dans 8 jours. À l'inverse, ils vont reconnaître l'opposant Guaido comme président de la République. Vous voyez, ça c'est des pressions. Mais nous, notre régime n'a pas ces genres de pression ouverte. Même s'il y en a dans les coulisses, il n'y a pas de pression ouverte. Donc vous allez voir que ces manifestations que les gens ont fait ailleurs, regardez ce à quoi ça a abouti. C'est un simulacre de révolution. Parce que c'est vraiment une révolution. Il doit y avoir des armes. Il doit y avoir des confrontations. Il doit y avoir le coulement de sang. Il doit y avoir du feu. Il doit y avoir n'importe quel chaos. Ça, ce n'est pas ce que nos leaders de l'opposition sont en mesure de vouloir faire. Il suffit seulement d'analyser leurs propos. Vous saurez que ce n'est pas à cela qu'ils se préparent. Donc, ce qu'ils pourront faire, c'est les manifestations gigantesques dans les quartiers, dans les villes, dans les régions et partout, le même jour, etc. Mais la façon dont nous faisons nos manifestations, regardez, nous faisons une manifestation, peut-être 2 jours d'affilée, 3e jour, on se repose. On revient 2 semaines après. Mais depuis le 19 août, c'est des manifestations comme ça qu'on faisait. Mais une telle manifestation ne peut pas renverser un régime. Lorsque vous voulez faire une révolution, on commence le jour-là et le régime tombe avant qu'on ne rentre à la maison. Donc c'est un cercle, c'est comme ça quoi, un tout petit peu. Alors vous allez voir que ce à quoi nous nous préparons, ou ce à quoi on nous appelle maintenant, c'est un simulacre de révolution. Et le danger en cela, je vais vous le dire ici, c'est que ça peut servir grandement à l'avantage du président de la République. Le chef de l'État peut se servir de cette situation et faire quoi? Nous sommes au lendemain des élections présidentielles. Lorsque nous mettons ce chaos dans le pays, il peut évoquer l'insécurité dans le pays et repousser les élections. Et à ce niveau-là... Comme en RDC. Comme en RDC. Et à ce niveau-là, vous allez constater que son mandat sera encore prorogé pour peut-être 1 an ou 2 ans. Ce que nous ne voulons pas, nous sommes en train de lui offrir. Autre inconvénient, c'est que dans ce simulacre de révolution, le peuple va croire que c'est par ce moyen-là que le régime va tomber. Parce que vous allez entendre des gens dire sur les réseaux sociaux, pourquoi nous avons abandonné les manifestations, la marche, c'est seulement par la marche que ce pays doit tomber et ce régime doit tomber. Écoutez, ce n'est pas vrai. Ce régime ne tombera jamais sous la marche. Nous pourrons beau marcher jusqu'à ronger nos pieds jusqu'aux genoux. Un régime ne tombe pas comme ça. Si c'est une révolution, que ce soit une révolution. Et vous avez vu une forme de révolution comme ça au Burkina la dernière fois. Ils ont commencé le lendemain, le petit matin, ça fait 1 semaine, personne n'est rentré chez lui. C'est là où il mangeait, c'est là où il dormait, jusqu'à la tombée de ce régime-là. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc la stratégie... mais ici aussi, ça, certains l'ont tenté à un moment donné, mais ils ont été très vite dispersés. Vous savez... Et en plus, dans la loi sur les manifestations, on ne peut pas rester au-delà de 22 heures. Vous savez quoi? Lorsqu'on est en révolution, on ne respecte aucune loi. Il y a une désobéissance civile, c'est ça? C'est une désobéissance totale civile. Donc là, on se met contre la loi et on s'expose à la rigueur de la loi, justement. Qui a fait la loi? C'est le régime que vous contestez. Donc, lorsque vous contestez l'auteur de la loi, pour vous qui faites la révolution, la loi n'a pas d'effet pour vous. Elle est caduque en ce moment pour vous. Elle est nulle pour vous, pour les révolutionnaires. C'est comme ça. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est ainsi. Lorsque nous
nous levons et nous disons que nous faisons la révolution, tout en respectant la loi Oui. de l'auteur que nous contestons, ce n'est plus une révolution, ce n'est qu'une protestation. Alors le peuple qui va croire que nous sommes vraiment dans une révolution qui donnera un changement, vous allez constater que ce peuple-là, après 1 mois, après 2 mois, et le régime sera toujours en place, ce peuple retournera à la maison et l'effet que nous sommes en train d'avoir maintenant, nous en aurons encore pire parce que le peuple sera déçu, désappointé et démotivé. Alors, finalement, ça veut dire ce grand mouvement citoyen qui est annoncé par-ci, par-là, ça doit revêtir quel caractère selon vous, ce grand mouvement-là? Non, mais en réalité, ce mouvement, si un mouvement devrait y avoir, et ce qu'il faille qu'on aide ce mouvement à produire quelque chose comme résultat, c'est un mouvement qui, normalement, devrait rassembler certaines personnes. Il ne doit pas y avoir de distinction de partis politiques avec des couleurs dedans. C'est un mouvement, je ne dirais pas qui doit être dirigé par de nouvelles têtes forcément. Mais il y a certaines personnes dans les partis politiques là, qui sont peut-être des jeunes. Nous avons connu de grands mouvements dans le pays pendant la crise là. Donc ces personnes pourront prendre le devant et ce sera maintenant un cercle exécutif avec d'autres nouvelles idées. Ce ne sera pas un mouvement où un individu se lèvera et imposera sa pensée à tout le monde. Mais ça doit être constitué comme un think tank où des individus vont se rassembler, avoir des idées solides avec des experts, quoi faire et quoi ne pas faire. Avant même d'appeler les gens à sortir dehors, il faut arriver à avoir la stratégie bien calculée avec les moyens mis en disposition avant de faire certaines choses. Et dernière question, Pasteur Bavon. Oui. Si un tel mouvement devait éventuellement voir le jour, est-ce que le phare pourrait en être membre? Mais on était déjà dedans. Depuis, on sortait dans les manifestations, depuis on était déjà dedans. Sauf qu'il y a certaines choses, si on nous écoutait un peu, ça irait autrement. Parce que je vous dis maintenant, que nous le voulions ou non, c'est les élections présidentielles qui nous attendent dans quelques mois. Donc il n'y a pas de temps. Et maintenant, la stratégie à adopter pour pouvoir faire valoir une force pendant cette période des présidentielles, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir maintenant. Or, quand est-ce que ça va se mettre en place et quand est-ce que nous pourrons escompter quelque chose? That is the question. Pasteur Johannes Bavon, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Secrétaire général du Front des architectes de la République, le phare. On va observer un moment de pause et après ce sera regard croisé.